Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref, tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Cette semaine, nous entendrons le témoignage de Floriane, qui est tombée enceinte de son compagnon et a décidé de garder le bébé contre l'avis de celui-ci. Elle vit aujourd'hui une réelle opposition entre ses désirs à elle et son couple. Bonjour Lucille, je m'appelle Floriane, j'ai 38 ans et je suis avec quelqu'un depuis 1 an qui est venu s'installer très vite chez moi, plus par urgence, par besoin que par désir d'engagement. Puis le temps est passé, je suis tombée enceinte en plein confinement. Il ne voulait pas de cet enfant car il en a déjà 2, qu'il n'était pas encore divorcé, qu'il ne se sentait pas engagé, qu'il n'était pas sûr d'être là par amour. Il s'avère qu'aujourd'hui, je suis à 7 mois et demi de grossesse. Et notre situation est très difficile. Il a besoin de prendre du recul. Il ne veut pas me perdre, mais il ne sait pas si c'est pour les bonnes raisons. Donc je ne sais plus aujourd'hui s'il faut se battre pour sauver ce couple et cette future famille, si je me bats pour les bonnes raisons. Voilà. Après, il y a aussi un problème, enfin pas un problème, mais nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas les mêmes façons de penser. Nous sommes extrêmement différents, mais il y a peut-être quelque chose qui nous sauve et qui nous aide, c'est que nous communiquons beaucoup sur ce qu'il se passe en nous, sur nos besoins, et voilà. J'aimerais avoir des conseils. Merci. Chère Floriane, pendant des années, j'ai cru qu'il fallait se battre à tout prix pour son couple. C'était une croyance très ancrée en moi. Et même quand mes histoires s'étaient soldées par des échecs, je gardais cette idée comme un doudou. Je me suis battue pour que ça marche. On ne pouvait donc rien me reprocher, j'imagine, puisque je m'étais battue. Et je ne voyais pas que cette phrase avait une suite. En fait, je ne me battais souvent que contre moi. Quand arrivait un conflit ou une épreuve, quand l'autre faisait ce qui était incontestablement une erreur, je me battais contre moi, pour nous. Je ne partais pas, je tâchais de trouver une solution, et nous restions ensemble. Est-ce que j'ai eu raison d'en concevoir une fierté ? Aujourd'hui, je ne crois plus. Tout ça implique souvent un sacrifice trop grand. Est-ce que l'amour justifie toujours qu'on fasse ses concessions avec soi, qu'on éteigne peu à peu sa personnalité, qu'on s'écrase face à ce qui nous blesse et nous abîme ? Est-ce qu'on peut vraiment aimer assez pour ça ? Ou est-ce que ce n'est pas une peur qui s'exprime, celle d'assumer ses choix seul, de faire son chemin seul ? J'ai lu récemment le livre de Constance Debré, Love Me Tender, qui raconte le parcours d'une femme qui envoie tout balader pour être tout à fait elle-même. Elle y perdra son fils, et c'est probablement son deuil le plus difficile. Elle écrit : « Si je m'étais contentée d'aimer les femmes, à mon avis, ce serait passé. Lesbienne mais avocat, avec la même vie, avec le même pognon, avec la même apparence, avec les mêmes opinions, avec le même rapport au travail, à l'argent, à l'amour, à la famille, à la société, à la matière, au corps, à l'idéal. Si j'avais gardé le même rapport au monde, j'aurais eu moins d'emmerdes. Mais c'est impossible. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et puis je n'ai pas fait tout ça pour ça. J'ai fait ça pour la vie nouvelle, pour l'aventure. Je crois que c'est ce qui les rend dingues, Laurent, les juges, tous ceux qui ne me parlent plus. » Fin de la citation. C'est un livre qui traite de la liberté. Constance Debré le raconte à travers une femme qui s'épanouit dans le moins. Vous avez tout à fait le droit de décider que votre épanouissement se situe dans le plus. Dans le plus une personne, en l'occurrence. Et derrière cette liberté de choix revendiquée, on vous oppose la même violence. On vous oppose un non.
Alors est-ce que c'est un non qu'il faut écouter ? Quelle valeur a-t-il ce non, face à votre libre arbitre, à votre désir, à l'appel de votre corps ? Les réponses que je donne aujourd'hui à ces questions sont bien différentes de mes réponses d'il y a 10 ans. Mais c'est peut-être parce que j'ai connu les concessions et les brimades du couple, les années où on s'oublie, où l'on s'écrase pour l'autre, au lieu d'écouter sa petite voix. Vous avez 38 ans, Floriane, et vous savez ce que vous voulez. Alors je crois qu'il est temps de décider que vous êtes plus importante que tout le reste, que votre avis et votre désir comptent, que ceux et celles qui ne veulent pas l'entendre n'ont qu'à aller se faire voir ailleurs. La communication n'a de sens que quand elle est utilisée dans une optique où l'empathie est possible en face. Si elle n'a pour visée que de convaincre l'autre, alors elle est malsaine. Vous êtes vous, Floriane. Vous vous exprimez et vous faites vos choix pour votre vie et votre corps. Je crois que vous méritez, comme toutes les femmes, d'être accompagnée par quelqu'un qui respecte cette individualité. N'oubliez pas que vous êtes libre, quelle que soit la configuration. Dans mon expérience, le couple ne vaut jamais la peine qu'on lui sacrifie une valeur aussi capitale. Pour parler de couple et de projets personnels, j'ai téléphoné à la coach Emmanuelle Amey, qui accompagne hommes et femmes à des moments charnières de leur vie. Quand des désirs forts et des décisions importantes nous amènent loin de ceux de nos partenaires, comme déménager, tomber enceinte ou décider de garder l'enfant, est-ce qu'il est forcément obligé de faire des concessions ? Je crois qu'à un moment, il est important de se poser la question, est-ce que mon désir fort de faire autre chose est une façon de m'imposer face à lui, ou est-ce un réel besoin, une réelle envie profonde qui m'anime ? C'est l'intention que l'on va mettre dans les choses. Si son intention, c'est tout d'un coup, on en a marre de se faire avoir, que ça soit toujours l'autre qui décide et que dans une envie de rébellion, on prend des décisions importantes, l'enjeu n'est pas le bon en fait. Peut-être on peut risquer de se perdre et de perdre le couple là-dedans. Après, le couple, faut pas oublier que c'est avant tout 2 êtres humains et que parfois on a été élevé, on a grandi dans l'idée que un des grands enjeux de nos existences, c'est justement d'être en couple. C'est un peu le mythe des princesses Disney qui sont élevées pour enfin trouver le prince charmant qui va changer leur vie. On a un peu érigé le couple comme le but ultime à obtenir après notre enfance, notre adolescence et nos études. Maintenant, c'est vraiment important d'avoir en tête que avant d'être un couple, on est un individu et de se poser les questions sur peut-être un peu l'idée du bénéfice-risque. Est-ce qu'il est plus important pour moi de suivre cette décision importante, ce choix de vie, ou est-ce qu'il est plus important pour moi de rester en couple avec cette personne-là? C'est important à un moment donné, je crois, de faire un pas de côté et de pouvoir réfléchir en dehors de tous ces enjeux et de prendre le temps de la réflexion pour agir au mieux. Est-ce qu'il est toujours primordial de sauver son couple ? À un moment donné, on a le droit de s'affranchir de toutes ces croyances qui seraient que nous devons à tout prix rester en couple. Nous sommes obligés de faire des concessions. En fait, on est obligé de rien. À aucun moment, il y a un grand livre de la vérité terrestre où il est écrit que le couple doit prendre le pas sur toutes nos autres envies de vie. Donc, il n'y a aucune obligation de vouloir sauver son couple. Maintenant, c'est peut-être important tout de même de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps de la discussion, parce que dans nos vies qui vont vite, dans nos égos aussi, dans nos guerres d'égos, on a vite fait de ne pas s'écouter réellement et de se parler au travers nos vies un peu mouvementées, et prendre le temps de se rencontrer, de s'écouter réellement pour savoir ce que l'autre pense, ce que l'autre ressent, et prendre le temps également de se connecter à nos propres émotions pour savoir ce que l'on ressent également dans cette situation. Ça peut être important, de façon à pas avoir de regrets aussi, parce que peut-être que si c'est un souci de communication, en s'écoutant, en laissant la place à chacun de parler ses peurs, d'exprimer sa colère, ses appréhensions,
il y a peut-être un terrain d'entente qui pourront faire en sorte que la vie de ce couple-là, avec ces deux individus-là, continue. Donc prendre le temps du pas de côté, peut-être se faire aider par un coach, par un thérapeute, être dans un lieu neutre où chacun peut exprimer. Après, il n'y a aucune obligation de rien. Si le couple, si le choix est fait, je crois qu'il faut arrêter de se culpabiliser en permanence et on a le droit de prendre des décisions qui sont pas communes ou qui font pas plaisir au plus grand nombre. Je crois que là, c'est vraiment une histoire personnelle et c'est bien notre vie que nous vivons. On est seul, on va mourir seul et de se poser la question quelle est la vie que j'ai envie de vivre à un moment donné, loin de toutes ces croyances qui appartiennent aux autres. Donc, il ne faut rien. Il faut juste, pour le coup, vivre la vie qu'on a envie de vivre. Quelle place doit-on donner au couple par rapport à nos besoins et nos désirs personnels ? Je crois que l'idéal, c'est quand deux personnes qui ont appris à se rencontrer individuellement, qu'elles sont connectées à leurs émotions, à leur authenticité, à leur vérité, qu'elles connaissent leurs besoins, qu'elles savent les exprimer aux autres. Quand ces deux personnes-là ont fait ce chemin de se rencontrer, elles peuvent alors être elles-mêmes dans un couple. Et c'est le 1 + 1 = 3. Il y a les deux individus et puis le couple qui est une entité aussi différente. C'est-à-dire que l'on ne va pas trouver sa propre identité dans un couple. On est complètement soi et on rencontre un autre qui est complètement lui et ensemble on décide, on se choisit et on choisit d'avancer ensemble sur un petit bout de chemin ou un plus grand bout de chemin. Ce mouvement-là, il n'est pas forcément évident parce que on nous a souvent appris qu'on devait d'abord faire passer les besoins des autres avant nos propres besoins et c'est pas quelque chose de naturel de se regarder le nombril justement. Ça peut être perçu comme quelque chose de très égoïste. Mais l'image que j'aime bien rappeler, c'est dans l'avion, quand il y a un souci de dépressurisation, quand les masques à oxygène tombent, on demande aux parents de mettre d'abord son propre masque afin de s'occuper ensuite de son enfant. Et je crois que c'est vraiment ce mouvement-là qui est intéressant. C'est qui je suis moi. Et une fois que je sais qui je suis, je peux être avec l'autre. Et bien souvent, on est avec un autre pour soigner nos névroses. On est deux personnes cassées qui peuvent s'emboîter. Et du coup, ça peut être là que c'est un peu plus compliqué à un moment donné quand justement il y a une décision importante à prendre que faire un retour à soi et pas quelque chose de naturel et demande un grand mouvement en fait. C'est ce que j'ai envie de dire, c'est une activité, une action qui n'est pas du tout comme celle que l'on a l'habitude d'avoir. Donc le couple, il prend la place qu'on veut bien lui donner, mais je crois qu'il faut jamais oublier que ce sont toujours deux cœurs qui battent même à l'intérieur de ce couple-là. Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir ou redécouvrir le film Énorme de Sophie Le Tourneur, avec Marina Foïs et Jonathan Cohen. Parmi les thèmes du film, on y retrouve celui d'être soi malgré la grossesse et malgré un chemin de vie imposé par un compagnon. Il y est question de choix de femme et de ce qui se passe quand on ne nous donne pas ce choix. C'était C'est compliqué le podcast. Merci au merveilleux Benjamin Septem-Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cetcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail cetcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.